Merci déjà à ceux qui nous ont rejoints. Un vaste sujet aujourd'hui, puisqu'on va parler de quelque chose qui concerne tous ceux qui ont un site ou une application d'ailleurs en ligne. Et au bout d'un moment arrive le sujet de la refonte. Et l'idée, c'est justement comment on peut réussir une refonte avec vraiment une orientation de résultats. Et donc CRO, hein, sur l'optimisation du taux de conversion, que ce soit e-commerce, e-business ou autre, il y a forcément un objectif pour le site. Et donc comment on peut faire en sorte qu'on profite de la refonte pour booster les performances actuelles d'un site. L'idée, c'est de voir une approche qui est globale. Et bien sûr qu'après, l'objectif, c'est d'adapter sur mesure selon les attentes, les contraintes, votre site existant, etc., sur ce qu'il faut piocher ou non dans cette approche. Alors, en deux mots, mais très très rapide, en fait, donc, je suis Xavier Collard, le dirigeant de l'agence Altix. Altix, c'est une agence UX. Donc, on travaille tout ce qui est digital et business depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, tout ce qui est optimisation, justement, des parcours liés justement à la conversion par les utilisateurs. Vous allez voir, on a des références de la startup jusqu'au grand compte. En B2B, en B2C, la méthode reste la même, qu'on s'adresse à des particuliers ou à des professionnels. Il y a bien sûr des ajustements ensuite dans la mise en œuvre, mais la méthodologie peut être exactement la même. Et voilà, donc on a travaillé sur des refontes ou sur de l'optimisation de parcours avec les méthodologies qu'on va vous présenter. Alors, naturellement, je préfère le redire au démarrage, même si ça paraît normal. L'idée d'un projet de refonte doit commencer par un point d'entreprise, un workshop, un atelier d'initialisation. On va vraiment présenter tous les acteurs. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir une approche qui casse un peu les silos qu'on peut avoir dans beaucoup d'entreprises, même si beaucoup d'entreprises s'en défendent. On se rend compte encore qu'il y a beaucoup de services qui n'ont pas forcément une communication facile ou des objectifs communs. Donc, c'est vraiment de se présenter, de partager toutes les informations qu'on peut avoir par rapport au site existant et aux objectifs qu'on peut se fixer, avec tout ce qui peut être contraintes objectives, donc les contraintes marketing, techniques, juridiques, de planning ou autre. Donc, c'est vraiment de tout mettre sur la table dès le début, de revoir ensemble qu'est-ce qu'on veut proposer comme valeur. C'est aussi le moment de se poser certaines questions ou de revalider le positionnement, de retravailler sa cible, de partager tout ce qu'on peut avoir comme connaissances clients, alors soit liées à des études, tests utilisateurs, etc., qui auraient pu être faits sur le site, mais aussi tout ce qu'on pourrait avoir comme retour par le SAV, par les commerciaux, par le marketing, etc., de remonter ces informations-là. Et puis, c'est aussi le moment de poser sur la table toutes les problématiques, toutes les hypothèses qu'on se pose en se disant peut-être qu'on pourrait partir sur telle idée, telle fonctionnalité, etc. Donc, sans forcément avoir des certitudes à ce moment-là, mais c'est de tout poser sur la table. L'objectif, dès le début, il est de définir des objectifs très clairs et idéalement chiffrés. C'est quel KPI on veut optimiser avec la refonte et comment on peut les suivre. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir avec une approche qui est nous, on veut augmenter nos taux de conversion. OK, très bien, mais actuellement, il est de combien? Comment ça se passe? Quels sont les sous-KPI qu'on peut aller suivre et quel est l'objectif clairement? Alors, bien sûr, l'objectif, c'est sur faire le plus possible, mais à partir de combien on est satisfait de l'augmentation de ce KPI et quel est l'objectif qu'on veut quand même se fixer. Donc l'idée, c'est quand même d'écrire tout ça et surtout de voir comment on peut les suivre parce que ça va nous permettre pendant toute la conception, toute la refonte, d'avoir cette réflexion liée au KPI qu'on veut améliorer. Alors ça peut être la conversion finale d'un site, mais ça peut être aussi la satisfaction, ça peut être aussi le temps passé, un taux de rebond, ça peut être, il y a énormément de choses qu'on peut suivre. Et l'idée, c'est pas de tout lister et de pouvoir rien suivre, mais c'est de hiérarchiser là aussi les objectifs qu'on se fixe et de les chiffrer et de savoir comment on va les suivre. Et tout ça va permettre de faire une roadmap, alors bien sûr de la mission de refonte,
mais c'est une roadmap justement liée CRO, UX, e-business de la mission. Alors, la première étape, une fois qu'on a mis tout ça sur la table, c'est déjà d'auditer, d'analyser l'existant, les forces et les faiblesses. Là aussi, plusieurs outils. On va avoir tout ce qui est déjà d'auditer son site actuellement, les forces et les faiblesses de l'expérience qu'on propose en termes d'ergonomie, en termes d'expérience. L'idée, c'est aussi de benchmarker, d'observer les pratiques et les tendances qui sont faites d'une part par la concurrence directe, pour voir aussi qui peut-être a un petit temps d'avance, qui se démarque avec certaines choses, mais c'est aussi de benchmarker des secteurs d'activité qui peuvent être différents. Je prends souvent l'exemple de si on pense faire ou améliorer notre configurateur d'aide au choix, on ne va pas forcément benchmarker que ses concurrents directs, mais on va aller voir ceux qui font dans d'autres secteurs d'activité les meilleurs configurateurs d'aide au choix pour s'inspirer et pour pouvoir apporter ces bonnes pratiques sur notre site et donc sur notre secteur d'activité. L'idée, c'est aussi d'apporter de la data sur ces parcours actuels. Il y a tout ce qui est l'audit, ce qu'on appelle UX Analytics, c'est de brancher des outils de mouse tracking. Donc, j'ai listé quelques outils comme Clarity, Hotjar, alors Content Square qui est la Rolls, qui est pour tous les budgets. Clarity, c'est gratuit. Hotjar, c'est selon le nombre de sessions que vous avez. Et puis Content Square qui est comme je disais, la Rolls. Donc, l'idée là, c'est avec l'UX Analytics, c'est de pouvoir voir ce qui se passe sur votre site, les taux de scroll sur les pages, où est-ce que les gens cliquent, comment ils se déplacent, de pouvoir enregistrer des sessions pour voir là aussi comment, de manière anonyme, comment les utilisateurs naviguent sur votre site, et de pouvoir poser des questions selon ce qu'ils font sur le site pour leur demander, ils ont vu telle page et telle page, ça fait 30 secondes, une minute qu'il est plus actif. C'est peut-être de lui poser une question pour savoir qu'est-ce qu'il pense de son parcours, qu'est-ce qui lui manque, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir aussi des retours des navigations de vos utilisateurs et de voir justement si ma page est longue et que peu de personnes scrollent, alors que j'estime avoir des informations importantes un peu plus bas, peut-être qu'il faut travailler différemment, soit pour remonter certaines informations, soit pour essayer de pousser un peu plus au scroll sur le trafic. Donc c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a autre chose, c'est l'analytics, bien sûr. Là aussi, c'est d'analyser les parcours avec de la data pour voir quels sont les parcours qui performent et quels sont ceux qui performent moins et à quelle étape. Là aussi, alors bien sûr, il y a Google Analytics qui permettent de voir ça. Il y a d'autres outils comme Matomo ou autres qui permettent également de traquer là aussi ces éléments. Dans le cadre d'une refonte, bien sûr, tout dépend où vous en êtes, aussi au niveau du plan de tagage de vos analytics. Si déjà les choses sont assez poussées dans le plan de tagage, on peut aller très loin dans cette analyse. Si au contraire, il y a peu de choses qui ont été installées, forcément, cet audit-là, il va être beaucoup plus rapide, voire très, très rapide. Mais du coup, l'idée, c'est de voir, là, encore une fois, à quelle étape du tunnel, par exemple, je perds mes utilisateurs. Est-ce que c'est à l'étape de la livraison que j'ai un peu plus de pertes? Quel est mon taux de mise au panier dans telle catégorie, etc. Enfin, on peut aller très loin, selon aussi les leviers d'acquisition, pour comprendre là aussi les forces et les faiblesses du parcours. Une chose intéressante, dès le début de la refonte, c'est aussi de savoir ce que pensent vos utilisateurs de votre site. Alors peut-être que vous l'avez fait auparavant, mais en tout cas, si ça n'a pas été fait, c'est le moment de se poser la question. Encore une fois, l'idée, c'est d'observer le comportement des utilisateurs sur votre site et surtout de comprendre les mindsets, c'est quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils aiment. On peut également leur faire comparer par rapport à la concurrence, mais qu'est-ce qu'ils attendent du site idéal. L'idée, là aussi, alors il y a différents types de tests, mais c'est de savoir, encore une fois, qu'est-ce qu'ils pensent, que ce soit des clients ou des prospects, est-ce qu'ils comprennent les parcours, qu'est-ce qu'il faudrait mettre plus en avant, etc. Et là aussi, l'idée, c'est de reprendre et de repenser par rapport aux KPI qu'on s'est fixés au démarrage lors du kick-off. C'est si on veut quelque chose d'un peu plus fluide, plus facile, quand on a des fois énormément de produits, c'est de faire en sorte que les gens trouvent plus facilement leur produit ou une fonctionnalité. Donc là aussi, ça peut être de timer le temps que mettent les utilisateurs pour faire telle tâche et de voir comment on va pouvoir l'améliorer
et de voir surtout comment ils font pour naviguer. Est-ce qu'il y a des choses qui les perturbent, qui les gênent un petit peu dans leur recherche, des choses pas très claires, hein, qu'il faudra retravailler sur la refonte. Là aussi, selon où vous en êtes, différents types de tests. Il y a le test avec modérateur. Alors, on voit en bas à gauche une image où, du coup, des règles à Santin, ça peut être en présentiel ou à distance. Ça peut même aller plus loin avec des outils d'eye tracking, quand vraiment on va aller loin sur le travail de l'ergonomie, qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui n'est pas vu, dans quel ordre les choses sont vues, etc. Ou on peut également faire des tests sans modérateur, où là, en fait, on envoie le lien de votre site et il y a des pop-up qui s'ouvrent avec des scénarios à faire, des questions, et ça enregistre l'écran et ce que disent les utilisateurs. Là, il y a différents outils. Si vous êtes totalement autonome, il y a des outils comme Lookback qui vous permettent de faire ces tests. Si vous cherchez un outil qui permet d'être soit autonome, soit être aidé, il y a des outils comme UserLynx qui permettent également de faire ce genre de test. Ce qui fait que globalement, il y en a un petit peu, on va dire, un petit peu pour tous les budgets. Ça va aller de, pour faire simple, hein, de quelques centaines d'euros si vous êtes totalement autonome, à plusieurs milliers d'euros, 10-15 000 euros sur une étude eye tracking très poussée, etc. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir, encore une fois, comment les gens utilisent le site actuellement et sur quoi ils voudraient aller. À partir de là, on peut commencer déjà à schématiser certaines choses. Alors bien sûr, si vous avez peut-être déjà des éléments, en tout cas, ça permettra de, si vous les avez déjà, de les retravailler, ou si on de les concevoir. Il y a les personas. Donc là aussi, c'est de comprendre sa cible, hein, c'est d'identifier, de personnaliser, on va dire, votre cible avec le but, les besoins, les motivations, les attentes, les freins de vos utilisateurs. Là aussi, pour mieux comprendre leur comportement qu'ils pourraient avoir. Et l'idée, c'est d'utiliser ça surtout tout au long du projet en se disant, pour tel persona, est-ce que ça c'est pertinent ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça répond à ses attentes? Est-ce que ça corrige des pain points qu'ils pourraient avoir, etc. Puis il y a un autre élément qu'on peut commencer aussi à retravailler ou à concevoir, c'est les customer journée. Donc là aussi, on cartographie le parcours de l'utilisateur pour identifier les satisfactions ou les insatisfactions, les opportunités, ce sur quoi il faudrait peut-être travailler à certaines étapes. Alors je pense la création de compte ou certaines choses qui peuvent poser un peu plus de problèmes et voir comment on pourrait ensuite les travailler sur la refonte. Toujours pour avoir ce côté utilisateur, c'est de co-construire avec eux. Alors ça peut être soit en mode focus group, en mode atelier. L'objectif, c'est là aussi de recruter des utilisateurs cibles. Encore une fois, que ce soit B2C ou B2B, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est de co-créer avec eux, encore une fois, ce qui correspondra à leurs attentes, ce qui correspondra globalement au site idéal. Et donc, qu'est-ce qui ferait qu'ils achètent? Encore une fois, on est tourné sur la conversion. Qu'est-ce qui ferait qu'ils achètent ou qu'est-ce qui ferait qu'ils n'achètent pas sur le futur site? Une chose importante, c'est peut-être qu'il n'y a pas à le retravailler, mais c'est des choses à se poser la question, c'est l'arborescence. Encore une fois, est-ce qu'on met en avant suffisamment les produits, les avantages, les éléments de réassurance et comment on peut les hiérarchiser? Encore une fois, on a souvent tendance à vouloir dire énormément de choses. Les utilisateurs ne lisent pas le site, ou en tout cas, ils lisent très peu, ils scannent la page d'un regard très rapide, et puis ils s'arrêtent sur quelques mots, sur quelques termes, sur quelques images, etc. Donc, comment vos utilisateurs doivent vous donner la clé de qu'est-ce qu'ils attendent comme à retrouver pour, d'une part, être assurés, pour acheter, et pour avoir les éléments qui font qu'ils vont aller au bout. Donc là aussi, ça peut être en mode focus group, 6-8 participants. L'idée, c'est pas d'être trop non plus, parce qu'il faut garder du temps de parole et d'action pour tout le monde. Ces ateliers qui peuvent durer 2 heures et qu'on peut faire plus ou moins d'ateliers selon aussi le nombre de cibles ou le nombre d'éléments qu'on veut travailler avec les utilisateurs. Encore une fois, l'idée, c'est pas juste d'avoir un échange avec eux, c'est d'être très concret sur les attentes et sur ce qu'ils feraient acheter ou non. On a vu des choses avec les utilisateurs. L'idée après, c'est aussi, alors ça peut être avant et après, bien sûr, les ateliers utilisateurs, c'est tout ce qui est workshop d'équipe interne. Donc là, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. L'idée, c'est vraiment de collaborer sur l'ensemble du projet en gardant les objectifs de la roadmap
donc CRO, avec différentes équipes multiservices. Hein. Là, si, ça peut être des personnes parfois de la logistique, du commercial, du marketing, du service client, etc., pour cadrer ensemble la conception. Là aussi, il peut y avoir des workshops de tri de cartes, ce que je disais tout à l'heure, hein, de hiérarchisation, de co-construction de l'arborescence, de la structure de l'organisation du site, tout ce qui est besoin de métier, que ce soit en back ou en front dessus, les fonctionnalités, les workflows, etc. Donc là aussi, c'est de travailler ensemble sur les attentes communes et voir aussi là s'il y a des contraintes particulières à tenir compte. Aussi, j'ai remis quelques outils qui sont plus des outils de collaboratifs, que ce soit Miro ou que ce soit Klaxoon, pour voter en réunion, pour partager des post-it, etc., etc. Suite à tout ça, il va falloir centraliser, synthétiser tout ce qu'on a appris des utilisateurs des équipes internes avec un cahier des charges ou tout au moins un cahier de conception qui doit reprendre justement ce qui s'est synthétisé, ce qui s'est dit auparavant avec l'arborescence, la cartographie UX du site, et puis définir quels sont les parcours qu'on va concevoir, les types de pages qu'on va concevoir et les différentes règles ou principes fonctionnels de l'UX, avec, bien sûr, et là aussi, ça va être important pour votre site, tout ce qui est les exigences SEO, les exigences d'accessibilité de vos visiteurs, etc. Donc, c'est de tenir compte de tout ça pour pouvoir savoir exactement comment on va concevoir le futur site, qu'est-ce qu'on met comme fonctionnalité, dans quel ordre on hiérarchise les éléments, c'est-à-dire que sur ma fiche produit, qu'est-ce que je vais mettre comme élément, on va dire, en premier, tout en haut, qu'est-ce qui est le plus important, et puis qu'est-ce qui est secondaire, mais que je veux quand même qu'il soit présent sur ma page. Tout ça, ça doit permettre aussi de préparer par la suite tout ce qui va être contenu, tout ce qui va être visuel, tout ce qui va être vidéo ou autre, texte, mais aussi la préparation de la migration ou du nettoyage. Par exemple, tout ce qui est la mise à jour des produits, les attributs produits, si encore une fois, pour retravailler tout ce qui peut être filtre ou autre, être très clean sur ma transition. On va faire, c'est à ces moments-là, enfin, c'est le moment aussi d'en profiter pour travailler toute cette migration. Également, à ce moment-là, l'objectif, ça va être aussi d'avoir une approche ROI. L'idée, c'est pas de faire une liste au Père Noël et puis ensuite de se rendre compte qu'on ne pourra pas tout faire d'un coup à cause de budget, à cause du timing, à cause de plein de choses. Donc l'idée, c'est de déterminer ce qu'on veut immédiatement et puis quelle sera la V2, la V3, qu'est-ce qui viendra s'ajouter ou modifier au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est d'aller relativement vite quand même sur ces phases-là, mais de prévoir la suite et de savoir comment ça va se passer sur les mois qui suivent. Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir plusieurs choses qu'il va falloir concevoir. Ce qu'on appelle le kit graphique. Donc là, on est sur l'identité visuelle. Alors peut-être et sûrement qu'il y a déjà une charte graphique. La question à se poser et qui viendra des équipes internes et des utilisateurs, c'est est-ce qu'on la met à jour, cette charte graphique? Est-ce qu'on l'adapte? Est-ce qu'on la modifie? Est-ce qu'on la modernise? Ou est-ce qu'on la laisse comme ça? Et on va redéfinir justement un kit, qui est une sorte de bibliothèque, hein, avec les icônes, la typo, une planche de tendance de ce que aime l'équipe interne ou ce que a aimé les utilisateurs, différentes choses comme ça qui vont permettre ensuite de décliner la conception de la refonte. Et puis, place aux maquettes. Donc, l'idée, c'est on repart des parties pris. D'abord pour des maquettes ergonomiques, des wireframes, qui va permettre de définir le gabarit, la structure de la page, en tenant compte des storyboards, en tenant compte de ce qu'on a appris des personas. On va placer les différents éléments sur la page, leur donner une dimension, avec une approche, là aussi pour être efficace, mobile first. Alors, d'autant plus si on est B2C, puisque ça va être plus de 80-90% de votre trafic. Et puis, au passage, c'est également Google Friendly. D'une part, d'être mobile, mais il faut aussi avoir cette réflexion Google Friendly de texte SEO, de maillage interne, etc.
Donc, c'est à ce moment-là qu'on a cette réflexion-là. Et c'est là où, justement, on hiérarchise toutes les informations qu'on s'est dit auparavant. Une fois qu'on a validé les parcours et les gabarits des pages, on va pouvoir venir rajouter la partie graphique et donc mettre l'identité visuelle sur ces maquettes. L'idée, ce qui est important là aussi en termes de conversion, c'est d'une part d'avoir votre univers propre déjà pour que les gens voient que vous n'êtes pas exactement le même ou qu'un de vos concurrents, que ça puisse faire ressortir votre positionnement. Voilà, est-ce que vous voulez être très très haut de gamme? Est-ce que vous voulez être plutôt discount? Est-ce que vous voulez un positionnement qui est plus conseil? Enfin, voilà, etc. Donc là, c'est aussi de le faire ressortir par la touche graphique. Et puis, c'est quelque chose d'avoir un site qui soit moderne. Moderne, c'est très, très important pour les utilisateurs. On le voit en test, hein, un site moderne, c'est un site qui rassure, déjà dans la première impression. Après, bien sûr, que les utilisateurs vont voir à l'usage. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout de suite, dans quelques secondes, même millisecondes, les utilisateurs vont avoir est-ce que si c'est beau, c'est que c'est bien. En gros, c'est un peu l'idée. Donc, il faut que ça fasse un site moderne. Puis surtout, si on fait une refonte, c'est pour qu'il dure sur les prochaines années et qu'on ait l'impression que justement, on est bien dans son temps. Et puis, en profiter entre l'ergo et le design pour justement travailler la fluidité pour que le regard soit attiré par les éléments qu'on veut mettre en avant et que le parcours se fasse le plus simplement possible pour les utilisateurs, tout en gardant également une approche d'accessibilité. Alors bien sûr, il y a les contrastes, il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour qu'un maximum de personnes puissent utiliser le site le plus facilement possible. Une fois qu'on a validé tout ça, on va pouvoir aussi travailler ce qu'on appelle le guide de style. C'est là aussi, encore une fois, une bibliothèque qui va permettre de concevoir et d'être autonome dans les futures évolutions. C'est-à-dire qu'on aura pioché des éléments de navigation, les couleurs, les boutons, les types d'états de survol, les clics, les erreurs, etc. Tout typo. Donc, on va pouvoir réutiliser ça pour faire évoluer le site par la suite et pour pouvoir apporter des nouvelles pages, des nouvelles choses, en gardant une cohérence dans la conception grâce à cette bibliothèque. Et n'importe qui arriverait plus tard, plus qu'à piocher là-dedans. Aussi, il n'y a rien de pire pour les utilisateurs d'avoir le sentiment que dans les évolutions d'un site, on casse un petit peu, on change l'expérience parce qu'on n'a plus tout à fait la cohérence initiale. Une fois qu'en interne, les maquettes ont été validées, l'objectif là aussi, c'est de revalider avec les utilisateurs qu'on est bien justement en train d'atteindre les KPI qu'on s'est fixés au démarrage. L'idée, c'est de leur faire tester des prototypes. Donc là, il y a là aussi plein de possibilités. Si on veut travailler sur le taux de conversion, sur le taux de rebond, déjà, on va travailler sur la première impression avec, par exemple, le test des 5 secondes. On monte un site très rapidement, on l'enlève. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Est-ce qu'ils ont trouvé que ça donne envie d'aller plus loin, etc. Est-ce qu'ils ont trouvé les informations qu'ils recherchaient en très peu de temps? Donc, il y a toutes ces choses-là. Si on est sur la recherche, la simplicité de recherche, là aussi, on va faire des scénarios qui permettent de chronométrer et de voir le taux d'erreur qui vont être faits sur ce genre de choses. Donc, c'est vraiment d'évaluer la performance avec les indicateurs qu'on s'était donnés au démarrage. Et puis là aussi, il y a plein de possibilités. On peut bien sûr comparer ces résultats, ces éléments qu'on va avoir des tests par rapport à ce qu'on avait fait du site actuel. Et puis, on va pouvoir tester aussi des versions différentes en cas de doute, un peu en mode de test AB, en disant, voilà, si on a deux propositions, et on va voir laquelle est la plus performante, selon là aussi ce qu'on souhaite comme objectif. Et là, en type de test, il y a toujours deux choses, hein, donc toujours présentiel, enfin modérateur ou sans modérateur, mais il y a aussi tout ce qui est quali ou quanti, c'est-à-dire vous faire des tests quali, où on va être sur une dizaine de personnes, alors, qui dépendent du nombre de cibles, etc. Mais on peut envisager aussi des tests en mode quanti, toujours avec des utilisateurs qui font des parcours et sur lesquels on va avoir le taux d'erreur, un petit questionnaire pour savoir un petit peu ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont trouvé que c'était simple et ça leur donne envie d'acheter, etc., etc. Donc là aussi, on peut vraiment faire selon les objectifs qu'on s'est fixés et pour voir si, encore une fois, les parcours sont performants, s'ils sont compris, si ça donne envie d'être acheté, ce qui manquerait ou parfois ce qu'il y a de trop. Ça aussi, hein, c'est des choses importantes. Parfois, on est persuadé qu'il faut tel élément, et sauf qu'en fait, les utilisateurs ne l'utiliseront pas par la suite.
Et puis juste une petite parenthèse, euh, l'idée c'est aussi de préparer ça. Alors après, c'est de placer bien sûr au dev et au suivi du dev. Là-dessus, je ne rentre pas dans ce détail-là parce que l'idée c'est de mettre en place ce qui a été mis dessus, de collaborer avec les devs et de travailler avec eux. Mais aussi, c'est de préparer justement tout ce qui va être la suite. On parlait de KPI, il faut tout de suite qu'à la sortie du site, de la refonte, on ait remis un plan de tagage qui soit très adapté aux KPI qu'on veut suivre. L'idéal, ce qu'on recommande, hein, c'est de mettre en place un dashboard. Alors ça va être Analytics ou d'autres outils, hein, mais l'idée, c'est une fois qu'on a déterminé les KPI qu'on veut suivre, qu'on a bien tagué ces éléments-là, l'idée, c'est que peut-être tous les mois, on reçoive dans une boîte mail un dashboard avec les KPI qu'on veut suivre, les évolutions, et qu'on puisse justement ensuite travailler avec ça sur est-ce qu'on atteint notre objectif ou est-ce qu'on veut aller encore plus loin. Et du coup, par la suite, une fois que le site est en ligne, comment on pourra travailler l'optimisation continue avec là aussi le test and learn, hein, qui peut être avec des tests AB, avec de nouveaux tests utilisateurs pour savoir comment on peut améliorer les choses, etc. Et de toujours suivre ces KPI. Alors ça peut être autre chose que l'analytics, hein, les KPI d'ailleurs, ça peut être un NPS, la satisfaction, la recommandation qui aurait, ou ça peut être la fidélisation, combien d'achats par an, etc. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut arriver à suivre, mais sur lesquels il faut avoir les éléments de comment je vais les suivre et comment je peux essayer d'améliorer en continu sur ces éléments-là. Alors, avantage, inconvénient quand même de cette approche. Alors en point positif, je veux dire déjà, ça permet, et c'est important, de ne pas se tromper sur les attentes. C'est-à-dire qu'on conçoive quelque chose qui est vraiment user-centrique, qui répond à ce que veulent vos utilisateurs, parce que si on répond à côté, forcément, on va avoir des résultats qui seront moins performants, on ne va pas répondre on va pas correspondre à votre cible. Réussir sa première impression avec tous les tests, choses comme ça qu'on va mettre en place, on va valider quand même avant la mise en ligne que ça fonctionne et on ne va pas avoir un petit peu ce problème qu'il peut y avoir certains sites, certaines applications où à la sortie, on leur tombe un peu dessus, en disant pourquoi vous avez changé, pourquoi vous avez fait ça, je ne retrouve plus mes éléments, c'était mieux avant, etc., etc. Puis c'est un autre avantage, c'est aussi de ne pas développer des éléments inutiles. J'en parlais tout à l'heure, que ce soit en termes de clarté, pour ne pas alourdir encore une fois les parcours, les pages, etc. On enlève tout ce qui n'est pas forcément utile. Puis c'est aussi un objectif de coût, c'est-à-dire que les devs ne passent pas du temps à mettre en place des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées par la suite. Donc là aussi, je prends aussi parfois l'exemple de Blablacar, qui eux avaient aussi une approche de dire on met on enlève des fonctionnalités de temps en temps, et puis on voit si les utilisateurs reviennent vers nous pour si ça leur manque ou pas. Et puis si ça leur manque pas, c'est pas forcément utile. Voilà, donc ça, on peut aussi le tester avant, sans être aussi cash. Voilà, et puis l'objectif final, hein, globalement, c'est vraiment d'avoir un site performant qui, sur ces KPI qu'on s'est fixé au démarrage et qu'on a suivi tout au long du process en interne avec les utilisateurs et lors des tests, des études, pour la mise en ligne. Alors, quelques points négatifs, je trouve ça un bien grand mot, mais des retours qu'on peut avoir, c'est bien sûr que ça peut être un budget plus élevé que si on met juste une méthode où on a des personnes qui font des maquettes et qu'ensuite on les développe. Bien sûr que c'est un peu plus de choses à mettre en place. Donc ça peut être c'est question de budget, même si encore une fois l'idée c'est d'ajuster aussi sur les objectifs. Un planning un peu plus long, parce que on va mettre plusieurs étapes. Je mets un point d'interrogation là-dessus, puisque il y a des projets avec moins de choses qui parfois durent des mois, voire des années. Si c'est bien fait, on verra après, je parlerai un petit peu du planning. Mais voilà, en tout cas, ça nécessite d'intégrer différents éléments dans le process. Et puis, ça demande aussi une collaboration de l'entreprise, c'est-à-dire que on a besoin de mettre autour de la table plusieurs fois plusieurs acteurs de l'entreprise. Ça peut être aussi les dirigeants qui ont un planning un peu compliqué sur lequel il faut quand même arriver à les intégrer dedans. Ça peut être différents services. Donc là aussi, ça demande quand même une volonté de l'entreprise et des acteurs de l'entreprise de partir sur cette approche. En termes de planning, pour donner un peu un ordre d'idée, toute la partie cadrage qui sont l'audit, alors c'est à peu près en général
ça se fait à peu près sur 2 semaines. Encore une fois, c'est une moyenne. Parfois, c'est plus rapide, parfois, c'est plus long, selon ce qu'on fait. Et jusqu'où on veut aller. Là aussi, selon les objectifs qu'on se fixe, parfois, c'est utile d'aller très, très loin dans certaines analyses. Et parfois, c'est pas nécessaire d'aller aussi loin parce que il y a des éléments qu'on a déjà ou voilà. Et puis tout ce qui va être études utilisateurs qui peuvent se préparer en parallèle et qui se font juste après et différents ateliers. Donc globalement, on va être sur à peu près 3 semaines de préparation, 3 semaines, 4 semaines de préparation pour ensuite réaliser, ben, comme je disais, hein, le cahier de conception, le cahier des charges qui se fait tout au long déjà de ce process et qu'on valide un peu au bout d'un mois. Là aussi, selon la réactivité, selon le nombre de personnes qui est mis en place, bien sûr, ces délais peuvent un petit peu varier. Et puis la partie brief et piste, des wireframes, des validations, ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer, des validations en interne, des allers-retours que ça peut parfois entraîner. Et puis on peut mettre des tests utilisateurs. Alors soit on le met un peu quand on a quasiment terminé le site et on fait une grosse session de tests, soit on peut aussi faire des lots et donc tester par lot avec des utilisateurs et donc intégrer presque une validation ponctuelle par les équipes internes, mais également par les utilisateurs. Et là aussi, ensuite, la déclinaison UI hein, avec les validations, là aussi, qui se font. Globalement, pour reprendre ça, on va être alors à peu près autour de 3 mois pour faire la partie cadrage et la partie conception. Bien sûr que parfois, il y a des projets qui, si on donnait une fourchette, qui vont peut être entre 3 mois et 6 mois, selon le nombre de personnes à intégrer, selon les ressources qui sont en mesure de travailler sur le projet, selon la réactivité aussi parfois des différents éléments, etc. Mais l'idée en général, voilà, c'est faut donner une fourchette large, de 3 mois et 6 mois, pour vraiment se préparer ces éléments et pour faire quelque chose qui tienne la route et qui soit performant. Un petit peu les éléments, j'ai essayé de tenir le timing dessus pour justement avoir un petit temps éventuellement de questions-réponses par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des éléments à mettre en question-réponse dessus, faut pas hésiter. Enfin, je vois quelqu'un qui levait la main. En tout cas, voilà, ce qui est important et ce sur quoi on voulait parler, c'est vraiment de la définition des éléments. Encore une fois, on voit trop d'entreprises qui font juste une refonte euh, pour, euh, pour, pour se dire, bah voilà, notre site est trop vieillissant, on a fait trop de choses, ou alors il faut en profiter pour changer un peu la techno, mise à jour, etc., etc. Ok, mais du coup, si on veut gagner en performance, il faut vraiment identifier ce qu'on veut, l'existant et ce qu'on veut, ce sur quoi on veut aller vraiment de manière très précise, comme objectif, encore une fois, un SMART sur lequel on va identifier ce qu'on veut faire et comment les atteindre et à quel taux on peut être satisfait des éléments. Et puis après, encore une fois, c'est vraiment d'intégrer les utilisateurs qui seront les décideurs à la fin soit d'acheter, de demander un devis, de faire telle ou telle action sur votre site ou votre appli. C'est de les intégrer tout au long du process pour voir ce qu'il leur faut, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on leur propose et est-ce que ça les rassure, est-ce que ça donne tous les éléments pour aller plus loin. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions dessus. J'espère que ça a été clair. C'est sûr que c'est quelque chose c'est un exercice sur lequel j'essaie d'aller assez vite, alors qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Il ne faudra pas hésiter, après, si vous le souhaitez, à ce qu'on rééchange de manière individuelle sur des questions, sur des objectifs, sur des attentes dessus. Voilà. Mais sinon, voilà, on a à peu près tenu le timing. Je vous remercie tous pour votre participation. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des choses à voir, à ce qu'on rentre en contact par la suite. Je vous remercie tout le monde, je vous souhaite bon appétit et de passer une très bonne journée. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.